Good morning. So my name is Louis Charles. I'm very pleased to be here today with you. And I would like to thank the EU and the OECD, Stefano, Stein, and Margareta in particular for their kind invitation to present a French perspective on platform work. What policy responses in front of the emergence of new forms of work? Well, let me turn now to French to give you a few comments and to share with you some comments and thoughts. Répondre à l'émergence de nouvelles formes de travail a été une préoccupation ancienne et constante des pouvoirs publics en France, comme ailleurs en Europe, depuis que nous sommes confrontés à la fissuration du travail et à la fragmentation du salariat. Donc mon propos ce matin, dans les quelques minutes qui viennent, est plus modeste et circonscrit en fait à l'une de ces nouvelles formes de travail, mais sans doute parmi les plus innovantes et les plus intéressantes aussi, le travail de plateforme. Donc je voudrais mettre en lumière devant vous les mesures nombreuses, mais pas toujours bien connues au plan international, qui ont été prises en France au cours des toutes dernières années et qu'a évoqué notamment Margarita. Je ferai 5 observations principales. Ma première observation, c'est que précocement que les pouvoirs publics français ont pris conscience de l'importance des enjeux liés au travail de plateforme. L'importance sociétale et l'ampleur économique des effets de la transformation numérique ont surgi dans le débat public, en France en tout cas au milieu des années 2010, et ces enjeux ont tout de suite été pris à bras-le-corps par les pouvoirs publics, y compris dans le domaine du travail, avec des rapports demandés par exemple à M. Mettling sur la transformation numérique du travail en 2015, et un autre rapport aussi sur la métamorphose numérique du travail, rédigé par le Conseil national du numérique. Le travail de plateforme lui-même, en dépit de son caractère très marginal dans l'emploi à l'époque et encore aujourd'hui, a suscité dès ce moment-là également un réel intérêt des pouvoirs publics. Et donc de façon à peu près concomitante, les pouvoirs publics ont demandé à un député, M. Terrasse, et aussi à l'Inspection générale des affaires sociales à laquelle j'appartiens, un rapport pour brosser un premier tableau des enjeux sociaux que ce nouveau type de travail soulève et pour formuler des recommandations qui ont nourri en fait la réflexion et les mesures prises ensuite, depuis 2015, en fait, par le gouvernement. Alors, d'où est venu cet intérêt des pouvoirs publics ? On peut y voir 3 raisons principales. Bon, d'abord, la France abrite un écosystème important et dynamique de plateformes collaboratives dont elle veut accompagner la croissance domestique et internationale dans de nombreux secteurs. La mobilité avec Blablacar, les freelances avec Malte ou dans le domaine de la consommation responsable avec La Ruche qui dit oui, par exemple. Il y a aussi des mouvements de chauffeurs de VTC et de livreurs à vélo, donc de travailleurs de plateforme, qui ont eu lieu de façon récurrente et assez tôt, à vrai dire, et ont été médiatisés également assez largement. Et puis, troisième élément, le thème de l'ubérisation du travail, un concept qui a été popularisé par le publicitaire Maurice Lévy, a fait fortune ici en France, où l'opinion publique craint manifestement une transformation rapide et globale d'un grand nombre d'emplois. L'ubérisation de l'ensemble des emplois, y compris les emplois salariés. Ma deuxième observation porte sur l'amélioration de la connaissance et de la compréhension du travail de plateforme. Les pouvoirs publics en France ont engagé une série de travaux pour mesurer le travail de plateforme, donc sur un plan statistique, et en comprendre mieux la dynamique et les ressorts. Donc l'appareil statistique actuel permet déjà, à vrai dire, de déceler des indices de l'expansion des plateformes et du travail de plateforme au travers des secteurs les plus concernés, comme le transport et l'entreposage, où par exemple les créations d'entreprises ont été multipliées par 4 entre 2013 et 2017. On le voit dans les statistiques existantes. Mais des travaux nouveaux ont également été engagés par la statistique publique. Une première mesure directe des emplois indépendants liés aux plateformes a été réalisée en 2017 dans le cadre d'un module spécifique de l'enquête emploi et va être pérennisée lors de la refonte de l'enquête emploi prévue pour 2021. Et des questions spécifiquement françaises ont été ajoutées à ce module européen. Et l'enquête conditions de travail aussi va ajouter des questions complémentaires sur le travail de plateforme dans ses prochaines éditions. Au-delà de la statistique publique, plusieurs organismes publics ou parapublics ont également engagé des travaux approfondis sur le travail de plateforme. C'est le cas notamment de France Stratégie, en lien et en partenariat par exemple avec le réseau Share and Workers,
ici présents. C'est le cas aussi de l'Agence sur les conditions de travail ou l'INRS sur les questions très importantes de santé et de sécurité au travail. Donc, grâce à ces travaux, les emplois d'indépendants, utilisateurs exclusifs d'un intermédiaire, pas nécessairement une plateforme à vrai dire, ont pu être estimés en France à 100 000 par l'INSEE dans une étude extrêmement récente, donc ce qui représente 0,4% de l'ensemble des emplois. C'est l'estimation actuelle dont on dispose et qui montre le caractère très marginal encore des emplois intermédiaires électroniquement. Un premier portrait aussi de ces indépendants utilisateurs de plateformes a pu être dressé. Plus diplômés, davantage immigrés ou descendants d'immigrés, plus micro-entrepreneurs que les autres indépendants. Ma troisième observation, c'est que l'approche française du travail de plateforme a reposé sur quelques constats, convictions, constats principaux. Donc les pouvoirs publics ont fait en France quatre constats clés, je dirais. Le premier constat, c'est que la nature des activités économiques réalisées par l'intermédiaire des plateformes n'est pas, pour l'essentiel, fondamentalement différente de celle de l'économie traditionnelle. Le deuxième constat, c'est que la grande distinction, en France en tout cas, entre contrat de travail et travail indépendant ne semble pas dépassée par l'économie de plateforme. Le troisième constat, c'est que l'enjeu prioritaire n'est pas celui du statut des travailleurs de plateforme, mais c'est plutôt celui de l'amélioration des droits sociaux et de la protection sociale de base et complémentaire des travailleurs de plateforme, quel que soit leur statut. Et le quatrième constat, c'est que le travail de plateforme ne fait que renforcer le besoin de simplicité et de lisibilité des dispositifs de déclaration et de paiement, de taxation de sécurité sociale. Pour renvoyer à une remarque faite par Stein qui disait que tout était lié et qu'il fallait avoir une approche globale. Donc les pouvoirs publics ont adopté une approche qui a trois caractéristiques essentiellement. C'est d'abord une approche qui repose sur la conviction qu'il faut créer des droits pour tous, attachés aux personnes et pas au statut, d'aller progressivement vers la convergence de toutes les situations d'emploi vers un seul modèle, celui de l'actif doté de droits individuels mobilisables dans un cadre collectif. Premier aspect caractéristique de notre approche. La deuxième caractéristique, c'est que l'approche que la France a essayé de mettre en œuvre, en tout cas, c'est une approche, je dirais, pragmatique, une sorte de politique des petits pas qui tient compte de deux éléments. D'une part, et de réalité, le fait que le droit du travail et le droit de la sécurité sociale en France, en tout cas, sont des droits extrêmement adaptables. Et on fait preuve d'une très grande capacité d'adaptation à des situations nouvelles dans le passé, en construisant, sujet qui a été évoqué par Margarita, des statuts hybrides entre le salarié et l'indépendant, comme celui, par exemple, des gérants de succursales de commerce de détail, le magasin Nicolas, par exemple, ou les magasins Casino, je ne fais pas de publicité, ou des statuts très flexibles, celui des pigistes qu'on évoquait hier soir avec Stein notamment, ou celui des multiples CDD d'usage, contrat à durée déterminée d'usage. Donc le droit du travail et de la sécurité sociale est déjà très flexible. Et puis il faut tenir compte aussi d'un deuxième élément en France, c'est le haut, voire très haut niveau global de protection sociale des travailleurs atypiques et indépendants qui bénéficient chez nous, en tout cas de minima sociaux comme le RSA, d'une couverture maladie et familiale et famille universelle, de prestations vieillies harmonisées avec celles des salariés. Donc il n'y a pas de distinction fondamentale entre la protection sociale des salariés et la protection sociale des travailleurs indépendants en France. Et puis, nous avons aussi retenu une approche, disons, assez volontariste, à vrai dire, qui a conduit les pouvoirs publics, certes à petits pas, mais à prendre de nombreuses initiatives législatives et réglementaires, donc depuis 2015-2016. Et c'est tout un corpus applicable aux plateformes numériques qui a été développé assez rapidement, en fait, et qui figure désormais dans le Code de la consommation, le Code général des impôts, et puis, bien sûr, ce qui nous intéresse le plus, le Code du travail et le Code de la sécurité sociale. Alors, c'est dans ce contexte, quatrième observation, que les pouvoirs publics ont écarté en fait plusieurs scénarios de régulation qui étaient possibles et ont pris 4 séries de mesures. Donc, les pouvoirs publics en France ont écarté en fait au moins 3 scénarios de régulation, peut-être plus. Le premier scénario, c'était de ne rien faire, le scénario du statu quo, et de laisser les juges finalement décider à mesure des recours juridictionnels. C'est pas trop la tradition française et de fait, c'est pas la solution qui a été retenue. Le deuxième scénario, largement mis en œuvre dans notre pays par le passé, très largement, aurait été d'étendre le statut de salarié par détermination de la loi, comme on dit.
Donc c'est de dire, et donc d'étendre le statut de salarié aux travailleurs de plateforme par la loi, comme cela a été fait jusqu'à présent pour les travailleurs à domicile, les artistes du spectacle, les mannequins, les journalistes professionnels et toute une myriade de professions que la loi dit être des salariés. Cela a paru manifestement contraire aux aspirations des acteurs des plateformes, de l'économie collaborative, contraire à la viabilité économique des plateformes, compte tenu du niveau des charges sociales des salariés notamment, et contraire à leur essor souhaitable dans notre pays. Donc le troisième scénario, qui a été écarté également, aurait été de créer, comme ça a été évoqué, comme ça existe dans d'autres pays, comme on va en discuter, un statut intermédiaire entre travailleurs salariés et travailleurs indépendants, applicable aussi aux travailleurs de plateforme. Mais les autorités françaises ont considéré comme trop élevé le risque de remplacer une frontière floue entre salariés indépendants par deux autres, tout aussi floues, et donc de créer de l'insécurité et de l'imprévisibilité au carré. Deuxièmement, le risque d'effet pervers d'un recours abusif au nouveau statut, un peu détérioré, si on peut dire, par rapport au statut de salarié, pour éluder l'application du droit du travail au détriment des salariés existants, d'avoir un effet de déversement en quelque sorte. Et puis aussi, les autorités françaises ont considéré qu'il était concrètement très difficile à appréhender la situation des travailleurs de plateforme au travers de ce tiers statut, de ce nouveau statut qu'on créerait, en raison, en fait, de la raison sans doute très limitée ou limitée de situations de réelle dépendance économique, en dehors peut-être de certains chauffeurs de VTC, de certains freelances. Mais il n'y a pas tant, sans doute, de travailleurs de plateforme qui sont dépendants d'une seule plateforme. Donc, on a écarté ces trois scénarios. En revanche, les pouvoirs publics ont pris en pratique donc, plusieurs séries de mesures, 4 je dirais. La première série de mesures a visé à poursuivre et à accélérer la politique d'amélioration de la protection sociale des travailleurs indépendants en général, et pas seulement les travailleurs de plateforme, et à favoriser les transitions professionnelles. Je soulignerai juste 3 initiatives récentes. Depuis le 1er janvier 2018, la gestion de la protection sociale des travailleurs indépendants en général, en dehors des agriculteurs, qui était naguère confié à un régime, le régime social des indépendants, régime de sécurité sociale, qui présentait des gros dysfonctionnements. Eh bien, cette gestion de la protection sociale est maintenant confiée au même régime de sécurité sociale que celui des salariés. Donc un seul régime pour toute la population. En matière de perte d'activité, les indépendants bénéficieront aussi désormais, bientôt, d'un premier filet de sécurité pour rebondir lorsque leur activité connaîtra une liquidation judiciaire. Donc concrètement, ils recevront 800 € par mois pendant 6 mois, sans avoir à payer de cotisations supplémentaires à l'assurance chômage, une forme d'assurance chômage. Et puis enfin, troisième mesure, chaque actif, salarié indépendant, travailleur de plateforme, disposera aussi désormais d'un compte personnel de formation qui lui permettra, dès son entrée sur le marché du travail, d'acquérir des droits pour suivre une formation qualifiante tout au long de sa vie professionnelle. C'était déjà le cas des salariés et ce sera le cas des indépendants. Une deuxième série de mesures a visé à améliorer l'information et la pédagogie des travailleurs de plateforme sur les conditions sociales d'exercice de leurs activités. Donc, par exemple, la Direction générale du travail, le ministère du Travail, a diffusé des lignes directrices sur qu'est-ce que ça veut dire d'être travailleur indépendant ou travailleur salarié sur les plateformes, à la lumière de la jurisprudence et du droit, pour que à la fois les plateformes et les intéressés sachent où ils mettent les pieds. La loi de finances a prévu une obligation d'information des plateformes sur les obligations sociales et fiscales de leurs utilisateurs et la transmission obligatoire aux utilisateurs, donc aux travailleurs de plateforme, d'un état qui récapitule chaque année les revenus qui ont été générés sur les plateformes. Voilà. Après, une troisième série de mesures a visé à sécuriser, à simplifier le cadre d'exercice des activités de plateforme, et donc notamment en matière de sécurité sociale et fiscale. Par exemple, l'administration fiscale a clarifié les choses sur le partage de frais dans le cas des transports. Quand vous versez de l'argent à votre chauffeur sur Blablacar, est-ce que le chauffeur de Blablacar doit le déclarer aux impôts? Réponse non, mais fallait-il le dire et l'écrire. Donc c'est le cas désormais. De même, à propos d'Airbnb, l'administration sociale et fiscale a clarifié le point de savoir s'il s'agit de revenus du patrimoine ou il s'agit de revenus du salariaux, qui ont une taxation différente. Donc tout élément de clarification importante. Et puis, dernière série de mesures, alors plus originale encore, ça a consisté à poser le principe et en mettre en œuvre la notion de responsabilité sociale des plateformes. Donc une loi de 2016, évoquée par Margarita, je crois, a introduit un nouveau titre dans le Code du travail qui concerne uniquement les travailleurs indépendants
et uniquement les travailleurs indépendants qui travaillent sur les plateformes que l'OCDE appelle plateformes centralisées et qui sont celles qui déterminent les caractéristiques de la prestation de services fournis ou du bien vendu et fixent son prix. En clair, Uber, à la différence de Airbnb, qui ne fixe pas le prix et qui ne fixe pas non plus d'ailleurs clairement les caractéristiques de la prestation de services fournis. Donc la loi a instauré ce qu'on a appelé une responsabilité sociale des plateformes numériques à l'égard des travailleurs. Chaque plateforme en question a une responsabilité sociale à l'égard des travailleurs. Et ce faisant, cela vise notamment à protéger les plateformes du risque de requalification des travailleurs en travailleurs salariés, ce dont elles sont extrêmement préoccupées, semble-t-il. La loi a prévu que les plateformes prennent en charge les cotisations d'assurance accident du travail des travailleurs de plateforme lorsque ces travailleurs font le choix de se couvrir volontairement, parce que c'est une couverture facultative. La loi a aussi prévu que chaque plateforme devait participer à la prise en charge de la formation professionnelle continue de ces travailleurs de plateforme. Et elle a prévu aussi que les dispositifs de droit commun en matière de formation étaient ouverts à ces travailleurs. Et puis, la loi a également rappelé que les travailleurs de plateforme disposaient du droit d'association et de revendication. On va dire, la loi n'a pas véritablement posé le droit en question, il existait auparavant. Elle l'a, à vrai dire, plutôt rappelé que posé. Et elle a précisé quand même que ces mouvements de grève, en quelque sorte, de travailleurs indépendants de plateformes ne pouvaient justifier ni des référencements par les plateformes, ni mesures de rétorsion. Par ailleurs, un amendement récent d'un parlementaire a essayé de préciser et de donner davantage de contenu à la notion de responsabilité des plateformes encore. Cet amendement prévoit la faculté, mais pas l'obligation, mais la faculté pour les plateformes d'établir ce qu'on appelle une charte de responsabilité sociale, publiée sur Internet, annexée au contrat et qui porte sur 8 points. C'est un champ très vaste. La non-exclusivité, l'information des travailleurs, le prix décent de leurs prestations, la formation professionnelle, les conditions de travail, donc 8 points. Et l'amendement prévoit donc expressément que le respect de ces engagements par les plateformes, encore une fois de façon facultative, ne peut pas caractériser l'existence d'un lien de subordination juridique. C'est toujours l'idée d'éviter la requalification en salarié. Alors le Conseil constitutionnel a malheureusement, si je puis dire, censuré cet amendement, mais pour des raisons de procédure, pas des raisons de fond. Et le gouvernement a décidé de le reprendre, autant que je le sache, dans le cadre d'un autre projet de loi très prochainement. Cinquième et dernière observation, au plan international, les pouvoirs publics français ont également pris des initiatives en ce qui concerne les travailleurs de plateforme. Et la France et l'Allemagne ont notamment proposé que la question des travailleurs de plateforme soit abordée au niveau du G20, donc sous présidence argentine en septembre dernier. Ça a permis au ministre du Travail de poser une série de grands principes et de pistes de réflexion comme une plus grande transparence sur les conditions de travail, sur la portabilité des droits, sur les prestations de sécurité sociale. Voilà, en conclusion de mon propos, je voudrais juste à la fois souligner l'ampleur des mesures prises jusqu'à présent, mais aussi, dans une certaine mesure, leur originalité, mais aussi quelques pistes envisageables pour améliorer encore à l'avenir les droits sociaux et le statut des travailleurs de plateforme en France. Il ne s'agit pas de projet du gouvernement à ce stade, mais de pistes qui ont fait l'objet de réflexions et de travaux récents, notamment dans le cadre des états généraux des nouvelles régulations numériques. Il s'agit donc par exemple de l'extension du dispositif de médiation des entreprises qui existe aujourd'hui, mais aux relations entre les plateformes et les travailleurs. Il s'agit de traiter la question très importante de la représentation syndicale et professionnelle des travailleurs de plateforme et de la protection aussi des représentants des travailleurs de plateforme par le lancement d'une concertation qui pourrait avoir lieu. Il s'agit également de la possibilité, pourquoi pas, pour les travailleurs de plateforme d'être portés par des sociétés de portage. Ce n'est pas possible aujourd'hui en France en tout cas. Il s'agit aussi, autre piste, de l'ouverture du capital des plateformes, la possibilité pour les plateformes d'ouvrir leur capital aux travailleurs de plateforme, ce qui pour l'instant ne semble pas tout à fait possible. Il s'agit aussi de l'obligation, pourquoi pas, et non plus la faculté, ni moins dans certains secteurs, pourquoi pas la mobilité, de mettre en œuvre des chartes de responsabilité sociale, donc non pas la faculté, mais l'obligation de mettre en œuvre ces chartes. Et enfin, il s'agit aussi, et il pourrait s'agir, c'est une piste, de l'adoption au plan international d'une recommandation sur le travail décent de plateforme pour faire face à la croissance du micro-travail, notamment sur ces grandes plateformes mondialisées.
Voilà, ce sont autant de sujets complexes qui mériteraient d'être creusés techniquement et concertés à l'avenir, mais qui sont aujourd'hui sur la table. Thank you very much for your kind attention, and if we still have enough time, I will be glad to answer any question you may have. Merci beaucoup, Louis-Charles, pour cette présentation fort intéressante, justement, sur les différentes mesures qui sont prises en France sur le travail de plateforme.